Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de PAF. On est tout à fait ravis de vous retrouver. J'espère que vous êtes aussi ravis de nous retrouver. On va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. On va parler des réfugiés. On va parler de la conférence de presse de François Hollande. Je vais tousser un petit peu pour avoir une voix à peu près normale. Et je vous présente les participants à cette émission. Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. Toujours à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Oui, jusqu'à preuve du contraire. Toujours. Oui. Toujours, et ravi de vous retrouver. Et nous aussi. Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour Patrice. Toujours avocate aussi au barreau de Versailles. Toujours avocate au barreau de Versailles. Avec un cabinet à Saint-Quentin. Absolument. On peut dire ça comme ça. Spécialiste du droit du travail notamment, et on va beaucoup parler de droit du travail puisqu'on parle beaucoup de la réforme du droit du travail. Vous avez amené le code dont tout le monde dit qu'il est trop gros, trop épais, trop compliqué. On va voir s'il faut vraiment le couper, le simplifier, si c'est une bonne solution. Avec nous, une nouvelle venue, Félicité Ndijol. Bonjour. Bonjour. Ndijol, pardon. J'ai l'habitude. Je savais qu'il y avait un gueux quelque part, mais j'avais plus où. Donc je l'ai eu partout. Vous êtes comédienne et vous nous rejoignez pour cette année. On est absolument ravis de vous recevoir. Moi aussi, pareillement. Voilà, et donc vous serez une nouvelle membre du PAF et vous n'avez pas de chance puisque vous êtes à côté de Jean-Charles Lajoigny qui est le plus méchant de cette équipe, mais qui est un excellent éditeur et qui édite son dernier livre, c'est Au-dessus des horizons verticaux. C'est un roman policier. Alors, on va dire comme un petit mot déjà de l'auteur de ce roman policier, qui est Olivier Morel, qu'on a connu, qui a été le directeur de la centrale de Poissy. Voilà, pendant assez longtemps. Qui a été une grande carrière dans l'administration pénitentiaire, mais effectivement bien connu des Yvelinois, parce qu'il est resté, je crois, 3 ou 4 ans à Poissy, et où il a bien mené cette centrale, qui est assez compliquée, parce que d'abord en plein centre-ville, et puis qui regroupe quand même des condamnés qui ne sont pas des voleurs de mobylettes, quoi. Non, et avec qui il faisait des crosses, il faisait des trucs sportifs absolument épatants. C'est un gars il a été pris en otage. Voilà, c'est un gars ça très lui est sportif, arrivé aussi. oui. C'est un type absolument extraordinaire, Voilà. et qui avait raconté d'ailleurs sa vie de directeur de prison dans un précédent livre. Et là, c'est un polar au-dessus des horizons verticaux. Voilà. On le recommande. Et d'abord parce que l'histoire est assez extraordinaire. Ça commence ça commence à la mort d'Hitler. Ça commence dans le bunker d'Hitler. Et ça se termine pas très loin d'ici. Je n'en dis pas plus. Et il y a une hallucinante scène dans une prison, et qui est, vu la personnalité de l'auteur, c'est du vécu. C'est du vécu, c'est réel, et c'est du lourd. Eh ben, si jamais Olivier Morel, et maintenant il est sous-préfet, je crois. Oui, sous-préfet à Cognac. Mais si un jour il a l'occasion de venir ici, on le recevra avec un grand plaisir. Je vais lui dire, et il va être ravi. Ça serait bien de l'avoir dans PAF. C'est vrai qu'il a une expérience absolument extraordinaire. Alors, on va commencer avec une actualité qui s'était déjà produite il y a quelques mois. Enfin, il y a eu une polémique avec la sculpture d'Anis Kapoor à Versailles. Elle a été taguée cette semaine. Elle a été retaguée dans la nuit de jeudi à vendredi. On va voir peut-être d'abord un petit micro-trottoir de ce que pensent les gens de cette sorte d'attentat, et puis on en reparle tout de suite après. C'est lamentable. Je pense que c'est des gens qui n'ont rien compris et qui cherchent à se faire remarquer. Non seulement ça me choque, mais ça me fait peur. Une telle violence, une telle intolérance, on aime ou on n'aime pas, mais on n'est pas obligé de regarder. On détruit des monuments et puis même des œuvres, même contemporaines si elles sont moches, mais enfin bon, c'est quand même pas à faire. Hein. À mon avis, il ne pouvait pas être tout seul pour écrire autant de textes. Et il devait être certainement plusieurs, je suppose. C'est vraiment ridicule et complètement dépassé de nos jours, des réactions pareilles. Et le fait que l'artiste souhaite laisser les tags sur son œuvre. Il a raison, comme ça il fait voir la bêtise des gens. Voilà, donc les vieux sont contre l'attentat contre le vagin de la reine. C'est ce qu'on peut conclure de ce micro-trottoir. Maintenant, s'il y avait des jeunes qui étaient dans le fond, on aimerait bien aussi savoir ce qu'ils pensent. Mais là, on avait plutôt des vieux. Alors, il y a eu un autre tag cette nuit, alors qui dit, en gros, quand on croit en Dieu, on n'attaque pas l'art. Donc, qui est visiblement un tag, anti-tag, quoi, puisque les premières inscriptions étaient plutôt des inscriptions antisémites. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'Anish Kapoor a dit, il y a eu ces inscriptions antisémites, on les
touche pas, on les garde. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence? C'est un peu compliqué parce que non, si j'en pense quelque chose. si, j'ose penser quelque chose. Je crois que le problème, c'est le traitement de l'intégration de ces écrits pour pas que le sens ne vienne que de l'auteur. C'est-à-dire que là, en ce moment, on a un sens qui est un sens antisémite plus le tag de cette nuit, dont on ne sait pas bien, en fait, quand même, si c'est une critique ou une critique vis-à-vis de l'auteur. J'ai l'impression que en c'est une disant défense de l'auteur, moi, mais... tu ne respectes pas l'art et tu ne crois pas en Dieu. Enfin, je ne sais pas très bien comment il si, faut le prendre. Si on croit en Dieu, on doit respecter l'art. En gros, ça dit ça. Voilà. À mon avis, c'est une défense d'Anish Kapoor. Je ne sais pas. Enfin, une attaque des taggers, en voilà. tout cas. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable explication, aussi bien d'Anish Kapoor que de Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles, avec un écriteau, mais je pense que c'est peut-être ce qu'ils vont faire pour qu'ils expliquent pourquoi ils conservent. Oui, parce que dans 10 ans, si jamais ça restait... Ça reste. Dans 10 ans, ce sera peut-être plus là, mais il faut au moins que ce ne soit pas le sens... prévu que ça reste. Oui, non, mais la sculpture va pas être détruite, donc si elle reste comme ça... Non, mais supposons je sais pas... Dans 3 siècles, si des gens découvrent cette sculpture, ils vont se dire tiens, vous avez des sculptures antisémites à l'époque. Non, mais il faut qu'il y ait un panneau explicatif pour que le sens que nous, on veut donner, enfin en tout cas qu'Anish Kapoor veut donner à ce maintien des inscriptions, s'impose sur le sens qu'a voulu donner l'auteur de ces écrits. C'est ça l'art contemporain, il faut expliquer, réexpliquer. Mais non, mais sauf ça, c'est un peu la limite. Apparemment, il y a déjà un petit panneau qui a été mis, mais c'est en scotch, c'est quelque chose d'un peu provisoire, qui expliquait pourquoi on avait maintenu les graffitis pour l'instant. Et c'est quoi l'explication ? C'était juste de dire que l'auteur avait demandé que l'artiste on avait demandé que pas soit le fond, maintenu. C'était juste provisoire. Je pense que peut-être que par la suite, et puis ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait en... Non, mais il y a un vrai problème de sécurité au château de Versailles. Ben ça, ils vont le régler, puisque ça y est, ils engagent des vigiles, des maîtres chiens, des caméras. Ça va être... Comment ? Enfin bon. Non, c'est tendu. Je veux dire, à chaque fois qu'on a plus de sécurité, je trouve ça toujours plus ennuyeux. Mais... surtout pour ça. Enfin, je veux dire, ça, on s'en fout un peu. Après, une fois que ce truc sera entièrement tagué, je veux dire, il n'y aura plus de place. Puis si Anish Kapoor si ça lui fait plaisir, s'il veut garder les inscriptions, s'il veut garder les inscriptions qu'il y a dessus, autant que ça devienne comme une espèce de mur d'expression, c'est pas gênant. De toute façon, c'est sa pire, à mon sens, c'est sa pire œuvre. Je veux dire, les autres qu'il y a dans le jardin, dans le parc de Versailles sont belles, intéressantes. Celle-là, c'est juste moche. Alors après, c'est tout le débat. Je comprends très bien, est-ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'ai rien contre le fait que Anish Kapoor soit à Versailles, mais celle-là est positivement laide. Et c'est vrai qu'on comprend presque, on dirait presque un égout à ciel ouvert que les gens ont envie d'aller taguer quelque chose. On leur a proposé depuis des dizaines d'années de taguer les murs propres, de taguer les belles maisons, de tout taguer. Pourquoi ne pas taguer ça? Non, mais ça, après, on peut faire du street art. Il faut rappeler qu'Anish Kapoor est israélien. C'est totalement scandaleux. Mais ce qui est idiot, je trouve, c'est de les laisser, parce que vraiment, ça fait une publicité aux abrutis qui ont inscrit ces propos. Oui, c'est très dommage. Voilà. Mais ça va dans son sens à lui aussi, puisque c'est un artiste qui aime provoquer. Donc, dans ce sens-là, il a obtenu aussi une réponse à ce qu'il voulait envoyer. Parce que la traduction qu'il a donnée à son œuvre était aussi pour un provocateur, il est réussi, quoi. Ah, mais oui. Il a quand même envoyé quelque chose qui appelait une réponse, d'une manière ou d'une autre. Oui. Avec l'analyse de Félicité. Mais il a cherché, il cherchait quand même à lancer une forme, c'était une forme de provocation. Le fait d'intégrer la critique à l'œuvre elle-même, enfin, c'était ça aussi son parti. Alors pourquoi pas? Enfin, je trouve ça assez amusant. Moi, je pensais, mais ça n'a rien à voir au fond, à quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la Joconde à moustache de Marcel Duchamp. Alors, c'était pas l'œuvre originale sur laquelle il a quand même il a pas fait une moustache sur la vraie Joconde, mais c'était aussi très provocateur. Moi, je travaille chez moi devant la Joconde à moustache que je préfère même à l'original. Mais là, on est dans des considérations qui sont au regard du message qui est laissé par ces inscriptions. Enfin, intégrer la critique à l'œuvre elle-même, je pense qu'on pourrait s'en dispenser. Enfin, c'est pas une critique. Autant le tag de cette nuit peut être une critique. Mais le tag d'avance antisémite n'est pas une critique. J'ai dit une bêtise que personne n'a réagi, mais il est évidemment indien. Anish Kapoor n'est pas du tout israélien. Il est d'origine indienne. D'origine indienne. J'ai vu que vous aviez eu la délicatesse de ne pas relever mes bêtises. Non, on s'est dit qu'il y avait des informations que nous n'avions pas. Nous n'avons pas d'oreillette, Patrice. C'est vous le maître.
Donc finalement, c'est pas mal. C'est une œuvre qui vit, quoi. Oui, c'est le spectacle vivant. On ne s'attendait pas à ce qu'une œuvre de ce genre-là soit vivante, mais elle l'est vraiment. Ce qui serait bien, c'est qu'elle émigre maintenant. On va en parler dans quelques instants. Un petit. Auparavant, il se trouve qu'on enregistre cette émission. On est un 11 septembre 2015, donc il y a 14 ans, si le calcul bien. C'était le 11 septembre 2001. Évidemment. C'est un des événements dont tout le monde se souvient. Tout le monde se souvient ce qu'il faisait à cette heure-là. Évidemment, vous vous en souvenez tous, ce que vous faisiez à cette heure-là. Est-ce que, à votre avis, c'est l'événement fondateur de ce qui se passe aujourd'hui, du XXIe siècle, ou est-ce qu'on exagère la portée de ces attentats? Moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Vous savez que pour les historiens, en histoire contemporaine, le XXe siècle ne commence pas en 1914, mais en 1914. Et l'histoire le dira, et ça, encore une fois, on ne le sait qu'après. Mais je pense que c'est quand même significatif d'un basculement dans autre chose. Par exemple, l'internationalisation à très grande échelle du terrorisme sur un territoire qui s'en estimait protégé, une espèce de multinationale du mal, du terrorisme. Alors, on voyait ça avant par exemple, les James Bond, etc., avec le méchant qui, en appuyant sur un bouton, avait un pouvoir considérable. Mais ça, voilà, ce que nous dit aussi le 11 septembre, c'est que ça n'est plus de la fiction, que la réalité a rejoint la fiction. Et que finalement, la mondialisation, elle concerne aussi ce que Bush avait appelé les forces du mal. Absolument. Florence ? Oui, je pense que je suis pas sûre que le monde aurait été très différent s'il n'y avait pas eu le 11 septembre 2001, parce que c'était pas un peu en prémisse. Quand même, ça annonce l'intervention des États-Unis en Irak, ça annonce un petit peu la situation actuelle quand même. Oui, mais tout ça quand même puise. Et le terrorisme. Oui, mais bon, le terrorisme existait déjà et tout ça puise vraiment ses sources dans le conflit israélo-palestinien à l'origine. Après, derrière, ça a une traînée de poudre et ça a un peu explosé tout ça. Ça a permis aux Américains d'avoir enfin un ennemi, puisqu'ils n'avaient plus l'URSS. Au fur et à mesure, ils n'avaient plus d'ennemis et enfin, ils ont pu retrouver un ennemi pour pouvoir attaquer. Et après, oui, on a la guerre en Irak et tout, et là où on en est aujourd'hui. C'est scandaleux de dire une chose pareille, que ça ait pu permettre aux États-Unis de se trouver un ennemi. On dirait du Noël ma mère. C'est comme si c'est une attaque ou c'est un compliment? Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes qui attaquent un pays. Et vous êtes en train de dire, bah oui, ça permet aux États-Unis de se trouver un ennemi. Je suis désolé. Ils ont attaqué l'Irak et pour autant, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'était une grosse erreur. Mais qu'après, partir en 2003 contre l'Irak. Et ils attendaient depuis un moment d'y aller. Oui, mais après, ça aussi été il y a des gens qui étaient sensibles au massacre des Kurdes. Visiblement, il y en a plein qui s'en foutent. Mais voilà, on ne pouvait pas non plus. Cette indignation sélective, Saddam Hussein massacrait les Kurdes tous les matins, tout le monde s'en foutait. Bon, effectivement, moi ça me dérange pas plus que ça. Je connais pas de Kurdes, mais intellectuellement c'est quand même très gênant. Enfin, je veux dire, et personne ne disait oh ben non, c'est pas grave, qu'ils se débrouillent. C'est pas de dire que c'est pas grave, c'est de dire on se rend compte aujourd'hui, et c'est toujours pareil, c'est quand on a le décalage, c'est qu'on avait peut-être d'autres réponses à donner que la guerre en Irak à la suite de cet événement-là, qui est un événement juste atroce. Comment Syrie, comment Libye, comment Tunisie, comme dans tous les pays où on dit finalement. Est-ce qu'il vaut mieux un salaud ou un demi-salaud ou un trois quarts de salaud? Est-ce qu'il faut laisser faire les salauds? Quel demi-salaud pourrait-on essayer d'instaurer à la place de celui-là? Voilà. Enfin bon. Mais en tout cas, pour revenir à la question, je trouve qu'effectivement, c'est un marqueur hyper important. Puis ça change au-delà de la politique et de la. J'ai l'impression qu'on en parle un peu moins aujourd'hui. Il y a moins d'articles sur le 11 septembre. Il y en a eu pendant une dizaine d'années aujourd'hui. On peut plus. On parle un peu plus. On ne voyage plus pareil, on ne pense plus pareil, on ne regarde plus les gens de la même façon. On est effectivement un peu terrorisé. Alors on peut dire que c'est pas très grave et qu'on s'en fout, mais enfin c'est vrai qu'on s'est habitué maintenant à voir des gens en armes 24 heures sur 24 dans toutes les démocraties. Alors c'est ce qui était quand même un truc avant ce 11 septembre, on voyait pas des soldats gare Montparnasse en permanence.
Félicité, vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 11 septembre 2001 ? Oui, j'étais à Paris 2. J'étais à Paris 2 et on s'est tous retrouvés voilà, devant la vitrine d'un grand magasin qui vend des télévisions, on va dire, pour regarder ce qui se passait. Et j'ai vraiment eu l'impression, moi je suis d'accord avec Florence, que c'était un petit peu un passe-droit maintenant légitimé pour les États-Unis d'intervenir comme ça au Proche-Orient, au Moyen-Orient. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Et le début d'une troisième guerre mondiale larvée, en fait, dont on s'imprègne de l'atmosphère de guerre ou de terrorisme un peu partout maintenant, comme si c'était une chose normale. Ce que vous dites, c'est vrai, si on va au Hall maintenant, on voit des soldats en armes, moi ça me choque toujours. Je n'arrive pas à m'habituer à voir des militaires qui se baladent armés. Pratiquement, on s'y est habitué, oui. Et il y a des enfants qui ont vu ça, qui connaissent ça. Absolument, pour, qui n'ont pour vu que lesquels ça. c'est normal. Oui. Quand vous dites, j'ai pas compris ce que vous disiez exactement sur les États-Unis, pardon. J'ai l'impression que c'était un moyen, en fait, de permettre, entre guillemets, aux États-Unis de pouvoir intervenir sur ces zones-là, mais cette fois avec l'accord des personnes qui ont été témoins. Grâce au. Mais quand vous dites c'est un moyen, on a l'impression que c'est un complot et que c'est les États-Unis qui organisaient eux-mêmes la chose. Ça a été là maintenant, ça pouvait être le point de départ et cette fois justifié par ce qu'on avait vu, parce que c'était quand même vraiment horrible. Et les images restent quand même très très marquantes. C'est terrifiant ce qu'on a vu. Alors, on parlait d'Anish Kapoor tout à l'heure. Il a signé avec d'autres intellectuels une demande à Cameron d'accueillir des immigrés, en tout cas des réfugiés sur le territoire anglais, puisque l'Angleterre a refusé pendant un petit moment, puis ça y est, maintenant ils ont dit qu'ils allaient en accueillir 20 000 sur 5 ans, ce qui n'est pas quand même énorme. On va donc parler de ce sujet des réfugiés. Et je vous propose d'abord de voir un petit sujet. Évidemment, comme dans toutes les régions de France, des immigrés ou des migrants, des réfugiés arrivent dans les Yvelines. Fatigués par leur long voyage, mais le sourire aux lèvres, ces réfugiés expriment leur joie, chacun à sa façon. 78 réfugiés sont arrivés à Bonnel cet après-midi en bus depuis Munich. 47 Syriens, 30 Irakiens et un Palestinien. Leur arrivée au monastère d'Orante marque la fin d'un très long périple pour certains. Nous avons usé de tous les moyens de transport, voitures, bateaux de sauvetage. Après ce long voyage et après tous ces kilomètres et ces pays, et ce que le monde a vu à Budapest, c'est le début d'une victoire pour nous d'être ici en sécurité. En partenariat avec la préfecture, c'est l'association Habitat et Humanisme qui a préparé leur arrivée dans ce monastère, une opération qui s'organise depuis 2 mois. 2 familles étaient du voyage avec 3 enfants qui vont enfin pouvoir apprécier le confort d'un vrai lit. Ce sont des chambres qui sont petites, sans doute trop petites. Mais entre ce que ces personnes ont connu et puis ce qu'elles auraient proposé aujourd'hui, en fait, c'est comme le temps, c'est vraiment une lumière en fait pour ces personnes. C'est un lieu de prendre soin, quoi. C'est un lieu de prendre soin. Il faut que les gens qui ont souffert se disent, mais finalement, l'accueil qu'on reçoit, c'est un accueil qui marque à notre égard en fait du respect. Voilà. Après un court discours de bienvenue, les réfugiés ont rejoint le réfectoire pour prendre leur premier repas chaud. Dans les jours qui viennent, ils seront soutenus dans leur demande d'asile en préfecture. Cet après-midi, priorité, l'accueil humain, si vous me permettez ce terme, c'est de savoir quels sont leurs besoins. Vous avez vu, il y a 2 familles. Mais quels besoins ils ont, particuliers, qui prennent possession des lieux, de leurs chambres, des lieux communs, qu'ils mangent un peu là déjà. Et dès demain matin, évidemment, et de manière accélérée, renforcer tout ce qui est accueil administratif, demandeurs d'asile, demande d'asile, et statut de réfugié dans le laps de temps le plus court possible.
60 places pourraient s'ajouter aux 80 déjà disponibles. Les réfugiés devraient rester ici pendant 1 mois en attendant de trouver une solution plus durable. Mais pour eux, c'est déjà un énorme soulagement. Voilà, alors cette question des réfugiés, c'est une question qui perturbe un peu les opinions, les dirigeants politiques. On voit bien que personne ne sait exactement quelle réponse il faut y apporter. Il y a même des gens qui changent d'avis en 2 jours. D'abord, une question sur le terme. Est-ce qu'il faut faire la différence entre réfugiés, immigrés, migrants, ou est-ce que tout ça, c'est à peu près la même chose, Jean-Charles ? Oui, moi je trouve que c'est à peu près la même chose. Ils sont de fait immigrés. Alors migrants, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a presque l'impression que c'est des oiseaux migrateurs. Enfin, je ne sais pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors que ce sont effectivement des immigrés ou des réfugiés, de guerre. C'est vrai que c'est une distinction qui est importante. On peut être économiquement ou statutairement, même. Ou statutairement, effectivement, réfugiés. Après, ce qui est un peu choquant dans tout ça, c'est au-delà du terme, c'est que c'est une question où on a l'impression sur laquelle on ne peut plus poser aucune autre question. C'est-à-dire qu'il y a un discours ambiant par exemple, je vais sûrement vous faire bondir, mais moi je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui se disent il est curieux qu'il y ait 140 000 SDF en France, qu'il n'ait pas de logement, qu'on ne puisse pas nourrir, qu'on ne puisse pas réchauffer. Et puis là, on va tout d'un coup trouver dans toutes les villes des structures, et le préfet le disait là, pour accueillir 24 000 personnes. Alors on se dit, mais... Vous n'avez pas tout à fait tort. C'est vrai qu'on a entendu, par exemple, des organismes qui disent « Ah ben nous, on a des possibilités d'accueillir les réfugiés ». Il s'agissait des SDF. On voit sans arrêt des maires, des directeurs de collectivités locales. On trouve plein de logements, il n'y a pas de problème. On a ce lycée qu'on allait démolir, on ne va pas le démolir, on va les loger. Là, on a tel endroit. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui l'aient un peu mauvaise. Mais ça n'enlève rien au fait que, bien évidemment, il faut accueillir ces gens-là et que c'est la vocation de démocratie d'accueillir les gens qui sont malheureux, qui sont en état de guerre. Ça, c'est une certitude. Mais si on fait des efforts pour ces 24 000, je pense qu'on pourrait mettre tout le monde dans le même lot et faire des efforts pour les 140 000 SDF français. Quoi. Pas tout à fait faux. Voilà. Je suis d'accord. Félicité. Oui, je pensais exactement la même chose. En fait. Très bien. Oh là là. Tout arrive. Ça fait réagir les gens aussi dans ce sens-là. J'ai moi-même des amis qui attendent des logements depuis un bon bout de temps, qui ont fait des demandes à la mairie, et ça les a fait réagir d'une façon assez négative. Oui, on sent bien dans l'opinion, même si les sondages sont un peu en train d'évoluer, il y a quand même une forte réticence. Oui. Et ça gronde d'autant plus que ça amène un sentiment de culpabilité. On a peur de le dire à haute voix, de peur de passer pour inhumain. Parce que dans les sondages, il y a plus de gens qui disent qu'il faut être pour l'accueil des réfugiés et qui pensent le contraire. Voilà, on se sent coupable. Et là, c'est je trouve encore plus dangereux quand on connaît les conséquences politiques que ça peut avoir par la suite. Les gens qui ne disent pas tout ce qu'ils pensent tout bas. Non. Oui, alors si effectivement ça gronde, et on voit dans les sondages, avec une inversion quand même, heureusement, une pourcentage, une petite inversion qui fait un peu chaud au cœur. Mais quand ça gronde, je suis pas sûre que si on vient dire aux gens, finalement les 140 000, on va leur trouver des logements, si ça va pas continuer à gronder aussi quand même. Donc, parce que le grondement de fond, il est un peu aussi contre tous ceux qui soi-disant viennent prendre les allocations qu'on peut trouver en France, ce qui, en tout cas pour les réfugiés dont on parle aujourd'hui, n'est absolument pas, c'est pas le problème, et c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Alors, ce qui est intéressant en termes de vocabulaire, c'est que pendant. Ça coûte un peu d'argent quand même, non ? Ah bien sûr que ça va coûter un peu d'argent, mais enfin, quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui tend la main, peu importe ce que ça coûte. C'est pas le problème. Voilà. On ne peut pas dire que c'est neutre. Oui, tout à fait. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est l'évolution du vocabulaire, puisqu'on a parlé beaucoup de migrants, en tout cas, sur le vocabulaire en France. Et à partir du moment où l'Allemagne a commencé à bouger, à faire des choses, et où en France, tout d'un coup, maintenant on parle de réfugiés, mais on ne parle plus de migrants. Donc, ce qui est aussi se donner une espèce de bonne conscience et de faire passer les choses. Ça n'a pas la même résonance, comme mot, évidemment. Ça n'a pas du tout la même résonance. Puisqu'en plus, oui, c'est du marketing. Mais le mot de réfugié a
une connotation un peu juridique. Donc, est-ce qu'il y a un statut d'ailleurs, Stéphane, des réfugiés ou des... Bien sûr. Alors, les mots sont importants et c'est pas. Oui, c'est ça, les mots sont importants. On est enfin, on utilise un vocabulaire conforme à la réalité, pour le coup juridique, même si j'ai du mal à concevoir cette notion-là, réalité juridique. Ouais. Un migrant, c'est un terme générique, c'est quelqu'un qui change de place, qui migre. Il est émigré depuis son pays, il est immigré dans son pays d'arrivée, mais il s'agit. Alors, si tant est qu'on l'OFPRA reconnaisse la situation individuelle de chacun, mais a priori, il s'agit bien de réfugiés au sens où l'entend la Convention de Genève de 1951. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, la France est signataire de cette Convention internationale, les États signataires sont juridiquement obligés d'accueillir des migrants auxquels ils reconnaissent le statut de réfugié. C'est une obligation. Et donc, il n'y a pas à l'égard des réfugiés... alors, réfugiés de guerre, etc. Oui, la Convention de Genève prend en considération cette hypothèse-là, telle que les gens la subissent en Syrie par exemple. Mais les États n'ont pas du tout le même degré de décision ou de liberté à l'égard de ces migrants-là par rapport aux migrants économiques, etc., où les États disposent d'une marge de manœuvre très étendue. Là, on est dans une obligation juridique parce que la France a signé cette Convention de Genève. Bon, alors ceci étant dit, et c'est vrai pour... Alors pourquoi il y a un débat? Il y a un débat. Alors c'est vrai que j'entendais ce que Jean-Charles disait, notamment. C'est vrai. En attendant, il y a 140 000 personnes qui sont dehors à l'année. Ouais. Mais j'entends aussi ce que dit Florence, et je suis d'accord avec elle. Regardez la réaction des habitants d'un quartier lorsque... le maire leur dit, ben voilà, il faut qu'on atteigne les quotas de logements sociaux dans notre commune, 30%. Ouais. Donc, à côté de chez vous, on va construire des logements mixtes. On construit jamais maintenant, ou presque jamais, de logements sociaux uniquement sociaux. Les logements sociaux, d'ailleurs, la plupart du temps, ils ne se voient plus. Ils sont disséminés dans un habitat assez homogène. Et regardez généralement les réactions que suscite cette annonce. Alors, on voit ça beaucoup au moment des élections municipales. Donc, est-ce que ceux qui ronchonnent aujourd'hui sont ceux aussi qui sont prêts à accueillir à côté de chez eux, dans leur quartier, les 140 000 SDF? Ça, je n'en suis pas certain. Alors, est-ce que dans la réaction politique, on a l'impression que c'est des réactions plutôt à court terme qui se jouent, c'est-à-dire combien il faut en accueillir, sur combien, qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'on les a accueillis? Est-ce qu'il faut faire des camps de réfugiés comme le suggère Nicolas Sarkozy et puis les renvoyer ensuite chez eux? Mais est-ce que c'est une bonne analyse du problème? Est-ce que, au fond, ce qu'on voit arriver aujourd'hui avec la Syrie, c'est pas quelque chose qui va, pas une vague qui va monter de plus en plus, c'est pas quelque chose qui va, un problème qui va rester et qui va se poser pendant des années et des années? Il y a un truc un petit peu terrible, c'est que beaucoup de gens, enfin en tout cas les spécialistes ou supposés tels, nous annoncent que pour l'instant, on aurait la crème des réfugiés. Que, en fait, les réfugiés qui s'en vont pour l'instant sont des docteurs, sont des avocats, des privilégiés. Donc l'idée, il y a un côté extrêmement provocateur et cynique qui est de dire, prenons-les tout de suite parce que ceux-là, ils savent faire des tonnes de choses. Donc, voilà, ceux-là, on va pouvoir s'en servir et c'est vachement bien. Donc ça, c'est quand même un peu curieux parce qu'on part quand même de cette image du petit gamin dans le sable et puis on en arrive à des considérations économiques. Non, on manque de toubibs, on a des toubibs syriens qui arrivent, allez hop, on va les prendre, on va se les choisir et ça va être merveilleux. C'est un peu ce qu'a décidé de faire l'Allemagne. Hein. Bon, mais au-delà de ça, moi, je voudrais aussi rendre grâce à Raffarin, qui est quand même, il y a 2 mois, qui a été le premier à dire installons ces réfugiés dans des villages. D'habitude, il chantait de Johnny, là, il a chanté de Aznavour, parce qu'Aznavour fait la même proposition. Mais tout le monde s'est foutu du Raffarin. Tout le monde s'est foutu de Raffarin il y a 3 mois. C'est à gauche comme à droite, c'est ridicule. Ouais. Et puis maintenant, ça devient une bonne idée, quoi. Ce type qui a eu raison, 3 mois trop tôt, avec une idée qui était assez logique. Alors, oui, je ne sais pas si vous trouvez que ça va refaire vivre des villages. Parce qu'il y avait aussi la volonté aussi des réfugiés, c'est souvent d'aller dans la grande ville plutôt que dans des villages. Oui, mais alors après, on ne peut pas non plus, je dirais, parce que après, il ne faut pas tout mélanger. La crainte des réfugiés, c'est qu'ils craignent pour leur vie, et ils ont bien raison. Et
sûrement fait la même chose. Donc après, le réfugié dit, ah oui, moi je préfère aller habiter à Nantes que dans le Poitou. Je veux dire, c'est un peu un problème de riche. On verra plus tard, quoi. Si pour l'instant on l'accueille, on accueille dans le Poitou, il a une maison, ses règles. enfants vont être scolarisés. Et comme il n'y aura pas, enfin en tout cas dans l'idée, c'était pas d'installer 200 réfugiés dans un village de 50 habitants, mais de respecter une sorte de proportion agréable et vivable, ça me paraissait une bonne idée. Après, qu'ils préfèrent aller en ville, bon bah après ils peuvent aller où ils veulent, mais on peut pas tout faire non plus, je pense. Tu trouves que c'est une bonne idée, Félicité, de repeupler? C'est vrai qu'il y a des endroits désertifiés en France. Hein. C'est une idée que je trouve très poétique, en tout cas. C'est un poète. Oui, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Maintenant, est-ce que, là encore, je rejoins ce que tu dis, est-ce que ça pourra convenir à certaines personnes? Est-ce qu'il n'y avait pas le rêve justement du Grand Paris et voilà, ce sont des gens qui ont aussi une autre vision de la France et de l'Europe. Est-ce que c'était celle de se retrouver dans un village? C'est pas forcément évident. Mais sinon, l'idée de base, là, je la trouve belle. Enfin, je pense que leur première motivation, c'était d'abord de fuir. C'est d'abord je fuis, et on veut aller en France, peu importe. Je suis pas certaine que cette question se pose réellement. Mais ils font déjà des choix quand même dans leur exode, parce que pour moi c'est vraiment un exode. Ils ont fait quand même des choix de pays, donc il y a quand même pas le premier. Voilà, ça n'était pas. C'est rarement le choix de la France. Voilà, donc à rajouter le village, je pense que ça arrive encore plus loin, quoi. C'est juste ça. Je comprends que ce soit une mesure de survie, elle est naturelle, mais une fois qu'ils sont ici, ils voient les choses différemment aussi. D'autant plus si ce sont des cadres ou des gens qui ont eu un certain statut. Ça peut se comprendre. 9 cadres sur 10 ont envie de quitter Paris. Alors c'est quand même bizarre qu'eux... mais là, ce sont des Français qui aller dans les villages. Voilà, on les met dans les villages. On va faire un assassin, on va mettre des réfugiés qui vont prendre la place des cadres français qui vont partir dans des villages. On peut essayer de... Mais alors, sur le fond du problème, voilà, parce qu'au fond, il y a deux thèses assez simples. Il y a ceux qui disent qu'il faut fermer les frontières, et puis il y a ceux qui disent qu'il faut les ouvrir. Quelle est la bonne solution? Est-ce qu'il y a une bonne solution d'abord? Et quelle est la solution que vous préconisez, vous? La solution, c'est une question de proportion, c'est une question de chiffres. C'est-à-dire que là, je pense que le gouvernement est assez habile pour, encore une fois, diviser les Français sur un sujet où il n'y a même pas de division à souhaiter. C'est-à-dire qu'on parle de 24 000... C'est pas le gouvernement qui divise, là. Non. Ah bah, la façon dont c'est amené, c'est fait pour diviser les Français. Parce que 24 000... personne, c'est ridicule, mais c'est vraiment grotesque. Donc normalement, on devrait en parler 2 minutes dans un journal télévisé, et puis c'est tout. Et dire, ok, on a accueilli 24 000 personnes sur 64 millions d'habitants, mais c'est ridicule. Il n'y a même pas de souci. Et là, on en fait une grande cause nationale. Que faire de ces 24 000? Qu'est-ce qu'on va en faire? On monte, et les gens sont terrorisés, parce qu'ils s'imaginent en fait que c'est pas 24 000, mais que c'est 240 000 ou 2 400 000. Les gens sont terrorisés par un chiffre ridicule, parce qu'on leur présente ce chiffre grotesque, enfin grotesque au sens le plus sympa du terme, mais on leur présente ça et ils sont terrorisés, ils ont peur. Je ne suis pas sûre que ce soit le gouvernement qui fasse une présentation de 24 000 pour dire que c'est la fin du monde. Je pense que c'est plutôt les personnes de l'autre côté qui ont une politique beaucoup plus radicale, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, qui, eux, en montent ça en épingle pour dire que c'est quand même beaucoup et qu'il faudrait fermer, qu'il faut revoir. Vous avez vu, Jean-Charles, la photographie du magazine municipal de Béziers? Oui. Ils arrivent. Voilà, direction Béziers. Vous avez un train direct de Béziers à Béziers. Bon montage photo. Oui, il y a des gens qui jouent quand même avec les peurs, oui, absolument. Ils arrivent, c'est la thèse du grand remplacement de Camus, l'extrême droite, etc. Alors 24 000, c'est vrai que notre civilisation va être bouleversée, etc. Vous avez en France aujourd'hui entre 200 et 250 000 personnes qui sont justement sous le statut de réfugiés. Est-ce que ça vous gêne, a priori? Enfin, voilà. Donc 24 000 de plus. Et c'est vrai qu'au regard de ce que font les autres, il faut aussi qu'on puisse se regarder dans une glace à un moment donné. Regardez le renversement de situation. Par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne est devenue le pays des droits de l'homme. Et alors, à la chancelière qu'on présentait il y a 6 mois comme étant une espèce de diable européen avec la Grèce et qu'on présente aujourd'hui en Madone. À ceci près qu'en France, on me proposera... En tout cas, en ce moment, on ne propose pas des emplois payés 1 euro de l'heure, alors qu'en Allemagne, c'est quand même ce à quoi ces gens vont être confrontés. Donc,
Mais est-ce que ça ne vient pas du fait... Alors, la question qu'on pose comme ça, et le magazine de Béziers notamment, du fait qu'on a quand même traité la question de l'immigration d'une façon générale depuis des années, au lieu de la traiter de façon économique ou de façon décontractée, si je peux dire. On en a fait un enjeu de civilisation, un enjeu terrible. Est-ce que c'est pas ça qu'on paye un peu aujourd'hui avec 24 000 réfugiés, ce qui est en effet très peu? Mais parce que c'est un enjeu de civilisation, parce que, mais oui, c'est quand même deux civilisations qui ne sont pas forcément les mêmes, et il y a vraiment, et encore une fois, on peut dire les choses sans être traité de je ne sais quoi. Je veux dire, ce sont des gens majoritairement musulmans qui arrivent dans des pays majoritairement chrétiens. Je veux dire qu'il n'y a pas de confrontation entre deux civilisations, c'est nier l'évidence. Je ne dis pas qu'il faut le. Non, mais est-ce que c'est le seul moyen de traiter l'immigration pour aller traiter d'un point de vue économique, il semblerait que ça rapporte plutôt, que ça apporte de la croissance, que 100 000 immigrés, ça fait un point de croissance en plus. Ça apporte de la richesse. Non, mais je pense qu'il faut le traiter. Mais on est tous d'accord avec ça, que ça apporte de la richesse et que c'est un bien évident. Il n'y a qu'à regarder comment ça se passe aux États-Unis. Je crois que c'est 2 points de PIB par an, l'immigration. Mais il n'y a pas ce problème, on ne peut pas exclure le problème religieux de ce problème d'immigration. Il faut peut-être qu'on redonne un peu, qu'on resitue les choses dans le contexte avec des chiffres. Là, je suis allée chercher des chiffres sur l'INSEE, sur le pourcentage de la population étrangère en France et dans d'autres pays européens. Alors l'INSEE a une vision assez restrictive de ce que c'est que l'étranger, puisque c'est une personne étrangère née à l'étranger et qui vient en France. Donc c'est vraiment sur une... Et en France, on a 6,2% de la population qui est étrangère, alors que vous avez... En Allemagne, il y a 9,4%, en Autriche 11,8%, en Belgique 11,2%. Mais ça, c'est pas énorme. En Irlande 11,8%, en Espagne 10,9%, au Royaume-Uni 7,7%. Alors juste pour rire, parce que celui-là il m'a fait un peu rire, c'est le pourcentage des étrangers au Luxembourg. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage des étrangers au Luxembourg? 44,5% d'étrangers. Mais c'est peut-être pas pour les mêmes motifs. Donc je ne sais pas combien de pourcentage de Français. Voilà, réfugiés. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de Français qui se réfugient au Luxembourg. En Belgique. C'est ça, oui. Donc, il y a 30 ans, on avait 4 millions d'étrangers en France, on en a 5,5. Donc, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de confrontation. Enfin, les chiffres sont quand même, il faut les remettre, les resituer. Mais on en fait un problème. Et on en fait un problème. Et le pourcentage maintenant d'immigrés en France, plus de la moitié sont des gens qui sont européens. Donc c'est ça qui est important. Et 63% des immigrés, ils ont un équivalent du bac. Enfin bon, donc il faut quand même un peu resituer ça. Et on a 2 fois moins de demandeurs d'asile en France qu'ailleurs. Il faudrait peut-être se poser les bonnes questions aussi sur ces chiffres-là. Je ne doute pas de la véracité de tes chiffres. C'est INSEE, et 2013. Et l'exactitude de toutes ces données. On se dit, avec aussi peu de gens, comment se fait-il qu'il y ait autant de problèmes et qu'on en parle sans arrêt? Pourquoi est-ce que dans toutes les cantines, les cantines, il y a un débat pour savoir ce qu'on va donner à manger le vendredi ou le mercredi ou machin? Est-ce qu'il faut des mesures de substitution? Il y a dans 2 ans. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Là, on se dit, mais c'est une manif. Enfin, très franchement, c'est un problème électoraliste. C'est une certaine partie de la droite qui court après le Front National. Angela Merkel, elle ne s'est pas posé la question. C'est pas une partie de la droite. Quand les maires de gauche font des repas de substitution, c'est quand même pas de la faute de la droite, si? Mais non, mais tout le monde devrait faire des repas de substitution pour les végétariens. Je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la religion doit entrer dans les cantines? Est-ce qu'il y a une seule école en France où on oblige les Français, enfin les élèves, à manger du poisson le vendredi? Jamais. C'est fini. C'est terminé. On n'en parle même plus. On mange, si on est chrétien, catholique, pratiquant, on mange du poisson chez soi le soir et personne n'ira jamais dans une école communale. J'ai jamais vu un parent d'origine catholique dire au maire, c'est un scandale, il nous faut du poisson à midi. Non. Alors pourquoi est-ce que... Non, ça n'existe pas. Trouvez-moi des gens qui l'ont fait. Ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Il y a de moins en moins de pratiques catholiques aussi. Ah ben oui, non, mais c'est aussi ça le problème. On pourrait penser que les pratiques s'arrêtent à la porte de l'école et des cantines qui font partie des écoles. Il n'y aura pas de problème. Si on ne met pas le doigt sur les problèmes, si on ne les crée pas, il n'y en aura peut-être pas, effectivement. Mais d'accepter comme ça à chaque fois de lâcher du lest, et de dire, ah oui, il y a effectivement un souci. On ne lâche pas du lest, c'est une pratique qui était courante. Pourquoi est-ce que maintenant on dit, on ne va plus la faire, cette pratique-là? C'est ça qui me choque. C'était pas courant du tout. Attends, je me souviens, il y a 15 ans, quand on prenait l'avion,
Sur Air France, il n'y avait absolument aucun souci. Maintenant, on prend l'avion sur Air France et vous avez droit à un petit panneau avec « Rassurez-vous, ce repas ne contient pas de porc ». Mais où est-on? Ah oui, non, mais ça, c'est... Mais non, mais je suis désolé. C'est scandaleux. Qu'est-ce que ça vient faire? Mais Patrice, vous aviez raison. Moi, il y a une tension sur cette question migratoire en France qu'on ne retrouve pas dans les pays dont on parlait. Alors c'est vrai, on dit sont des pays d'immigration. Ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas la même histoire, etc. Moi, je pensais aussi au Canada, qui est par excellence un pays d'immigration, où en effet il n'y a pas ce genre de tension. Mais il y a aussi une instrumentalisation politique évidente. On sait que à partir du moment où la France a franchi le cap du million de chômeurs, alors c'était il y a longtemps, souvenez-vous de ce que Jean-Pierre Stirbois, parce que apparemment ce serait lui plus ou moins l'inventeur de cette formule, 1 million de chômeurs égale 1 million d'immigrés, ou 1 million d'immigrés égale 1 million de chômeurs. Lorsque le Front National, à partir de 1984, a commencé à apparaître sur le plan sur le plan électoral. Et on n'en sort pas de cette équation. Ouais. Non, mais c'est assez. On ne parvient pas à en sortir. Personne n'essaye de traiter ce problème d'une autre façon que sur. Avec la tête froide et en disant mais la civilisation. Mais si certains, je me souviens d'ouvrages, l'Immigration est une chance pour la France, de Stasi, par exemple. Bernard Stasi a essayé, mais enfin, ça n'a pas réussi beaucoup. Il a été battu dans toutes les élections. Alors, il a toujours été battu, mais alors que n'avait-il pas écrit et dit avec ce bouquin? Absolument. Il était plutôt, enfin, c'était un centriste, voilà. Oui. Justement, parlons peut-être de politique, puisqu'il y a eu la conférence de presse de François Hollande. Est-ce que vous disiez, c'est vrai au fond, est-ce que si on réglait le problème du chômage, est-ce que ça ne réglerait pas en partie tous les autres problèmes derrière, dont celui de l'immigration? Enfin, c'est possible aussi. Enfin, en tout cas, on pourrait peut-être les traiter de façon un peu différente. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, avant de parler peut-être de la conférence de presse de Hollande, il y a quand même les sondages qui se multiplient, qui montrent qu'il serait absent du deuxième tour si les élections présidentielles avaient lieu aujourd'hui. Vous regardez les sondages comme ça vous intéresse? Non, pour dire la vérité, non. Mais il arrive qu'on en discute entre amis, etc. Donc c'est comme ça que je suis quand même contrainte d'en parler. Mais en général, je regarde très très peu. Ça vous intéresse peu les sondages qu'on fait aujourd'hui sur ce qui se passera dans 2 ans à peu près? Je trouve que pour moi, ils ont plutôt une portée anxiogène. Et peut-être que je me trompe aussi, mais je les trouve souvent très orientés. C'est pour ça que j'évite de... Voilà. Mais quand même, là, il y a plusieurs sondages récurrents qui montrent que, voilà, si c'est Hollande qui est candidat pour la gauche, il ne serait pas au deuxième tour. Vous pensez que ça pose quand même un problème, non? Ça lui pose un problème à lui, sûrement. Et bien qu'il s'en défende, en disant ça ne m'intéresse pas, etc. Il n'y aura pas de primaire, il n'y aura pas... Enfin, bon, tout est fait en pratique pour que ce soit lui le candidat à sa propre succession. Mais à un moment, peut-être que le problème va se poser de savoir si le Parti socialiste ne ferait pas mieux de présenter quelqu'un d'autre. Vous savez, enfin, il faut... Si Nicolas Sarkozy parvient à gagner les siennes de primaire, je pense que Sarkozy est le meilleur rassembleur de la gauche en France. Alors, dans 2 ans... C'est le rêve d'Hollande. Oui, mais je pense que Sarkozy est un rassembleur de la gauche plus efficace que de la droite. Plus efficace que Hollande. Et plus que la droite. Donc voilà, peut-être que... Mais enfin, en 2 ans, il y a beaucoup de choses. Vous voulez dire que les choses peuvent évoluer d'ici 2017. Mais je suis d'accord avec... Voilà, c'est plutôt mal parti pour lui. Est-ce que ça pose un problème de gouvernance, d'ailleurs, les sondages comme ça? De légitimité, au fond? Les politistes savent très bien expliquer tout cela. C'est-à-dire que c'est un gouvernement non plus par le peuple, mais c'est un gouvernement, on appelle ça un gouvernement d'opinion. Alors, l'opinion, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, l'opinion, c'est insaisissable. C'est pas l'opinion qui vote, ça n'est pas l'opinion qui gouverne, mais c'est l'opinion qui dicte un peu sa sonorité avec ce diapason qu'on entend régulièrement. Vous avez vu le CSA, M. Schramek est favorable à ce qu'on publie les sondages jusqu'à la veille de l'élection.
en effet, c'est une belle De toute leçon de façon, réalisme, maintenant, puisque oui. de toute façon, De il toute façon, on suffisait les de a. regarder autour parce qu'on les avait. Avec les réseaux sociaux, maintenant, il n'y a plus de secret pour Mais personne. alors c'est une industrie, les sondages, et puis c'est vrai que ça alimente la vie politique qui se cale un peu. Enfin, les élus sont responsables de tout cela. Puis une fois de plus, les gens aussi, selon les questions qui leur sont posées, répondent des choses qui leur paraissent politiquement correctes et qu'ils peuvent avouer. Là, on parlait de sondages d'opinion sur des élections présidentielles, où là, il y a moins de... Vous avez raison sur un certain nombre de sondages. Là, c'est plus mécanique, il y a moins de choix de réponse. Vous avez apporté alors, c'est la grande réforme à laquelle on s'attend maintenant, après le pacte de stabilité, enfin, après un certain nombre de mesures qui ont quand même été très favorables aux entreprises et aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise. On arrive à ce code du travail. Ça a été d'ailleurs assez bien amené. Il y a d'abord le livre de Badinter et de Lyon-Camp qui disait tiens, il faudrait réduire le code du travail. On leur disait vous êtes en service commandé. Pas du tout, qui disait. après, il y a eu Macron devant aux universités du MEDEF. Enfin, et aujourd'hui, voilà, et ce rapport qui est plutôt modéré presque par rapport à ce qu'on a dit avant et qui arrive comme la solution peut-être. C'est vrai qu'il est bon. Oui, alors j'ai apporté le rouge, on a le bleu aussi. Alors, je le mets sur j'ai entendu ça. Voilà. Quelqu'un disait oui, il est rouge, c'est anxiogène, enfin avec tous les codes. Non, les codes sont. Vous avez les codes bleus aussi. Il y a les codes, voilà. Ouais. Les codes bleus comme ceux-là. Voilà. Les codes bleus chez LexisNexis. Voilà. Qui fait plaisir à Jean-Charles. Alors que les codes rouges sont de chez Dalloz. Alors, celui-ci, je ne sais pas s'il y a caméra. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre sur la tranche, à côté de celui-ci. Alors, celui-ci, le bleu. À vue de nez, on doit être dans le kilo pour 200 grammes. Ça se sent pas. Voilà. Et alors celui-ci, c'est le code qui regroupe, c'est le droit européen du travail, d'accord, qui fait 280 pages contre notre code du travail. Alors, pour revenir à ce projet de réforme. Est-ce que la complexité du code du travail, c'est vraiment le problème des temps modernes Non, c'est un vrai problème. Simplement, quand on regarde le rapport qui a été remis par Jean-Denis Combrexel, il ne parle pas de réécrire le code ou de supprimer des choses du code. Il parle de contourner. Il parle pas de contourner. Il parle de réorganiser le code du travail en deux parties. Avec une première partie qui va être l'ordre social public, sur lequel personne ne pourra faire quoi que ce soit, déroger, qui sera sur l'emploi, sur le salaire, sur les conditions de travail et sur le temps de travail. Donc ça va être en fait, on va réorganiser tout ça, quoi. Donc on aura une première partie sur ce point-là, et puis on aura une deuxième partie qui va encadrer les modalités de négociation entre les partenaires sociaux. Donc il y aura la négociation, mais la négociation va se faire sur deux aspects en dessous. Donc on va avoir le code, et ensuite on va avoir les négociations de branches. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a 700 branches, ce qui est quand même absolument hallucinant, et on ne peut pas faire grand-chose avec 700 branches, donc on en a beaucoup trop. Donc, il va imposer aux branches qui représentent moins de 5000 salariés de fusionner. Donc, on devrait arriver d'ici 2020 à passer de 700 branches à 100 branches, ce qui va aussi donner un peu plus de lisibilité, et en matière de négociation aussi, ça va être quand même un peu plus simple et un peu plus fluide. Et au niveau des branches, on va avoir ce qu'on appelle l'ordre public conventionnel. Donc on a l'ordre public social incontournable du Code, ensuite l'ordre public conventionnel qui va organiser cet ordre public social au niveau des branches et en fonction des activités de... Mais quand je disais c'est un peu un contournement, c'est-à-dire que l'idée générale, c'est de passer de la loi à la négociation, en gros. On va essayer de repousser, on va repousser un certain nombre de sujets sur la pénibilité, sur la formation, sur la durée du temps de travail, par exemple. Alors sur la durée négociable, sur la durée du temps de travail, ce que Jean-Denis Combrexel a écrit, en tout cas, il a dit, on va pouvoir faire bouger le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, qui aujourd'hui est au-delà de 35 heures. Jusqu'à 35 heures, on est payé aux heures normales, et au-delà de 35 heures, les heures effectuées sont payées majorées. Et il a proposé, mais que ce soit fait dans un cadre défini par la loi. Donc cette façon de repousser le seuil ne pourra être faite qu'une fois qu'on aura pris une loi qui doit être prise d'ici la fin de l'année 2016. Donc on ne sait pas encore si on va pouvoir négocier en disant voilà, la durée légale va rester à 35 heures, puisque ça, ils ne vont pas y toucher, mais est-ce que par accord de branche ou accord d'entreprise, on va pouvoir dire nous on déclenche les heures sup à partir de 39 heures par exemple, et entre 36 et 39 on est payé, mais on est payé sans majoration, de la même façon. Donc ça, lui, il a pris une précaution de dire, parce qu'au départ son rapport ne disait
disait pas que c'était dans un cadre défini par la loi. Là, il maintenant, la c'est dans la rajoute. loi. C'est dans un cadre défini par la loi. Donc, c'est pas aussi explosif que ce qu'on veut bien le dire et qu'on pouvait le craindre ou qu'on pouvait espérer selon du point de vue où on se place. Parce qu'il y a un vrai problème, enfin, sur la négociation, que la négociation soit mieux que la loi, c'est une possibilité. Enfin, beaucoup de gens le disent depuis longtemps, mais on a quand même une faiblesse endémique des syndicats en France qui fait qu'on peut se demander qui négocie, quoi. Et dans ce cas-là, qui va être la victime de ça, sinon le salarié. Voilà, il impose ce qui peut être protecteur des salariés, c'est que les accords soient signés par un ou plusieurs syndicats qui représentent 50% des voix aux dernières élections professionnelles. Aujourd'hui, c'est 30. Donc il a repoussé le curseur à 50. Donc c'est quand même plus protecteur. Et si on n'a pas les syndicats, alors si on n'a pas de syndicats, il y a la possibilité de faire des négociations dans les entreprises. Donc ça c'est pour les petites entreprises, TPE, PME, qui n'ont pas de syndicats et qui vont pouvoir négocier avec les représentants du personnel s'ils en ont, ou directement avec les salariés s'ils n'ont pas de représentants du personnel. Donc ça ouvre quand même beaucoup de champs pour les petites entreprises qui n'avaient pas de possibilité de faire des négociations quand on n'avait pas de délégué du personnel directement par voie de vote, puisque les salariés votent et font un référendum, ce qui se passe chez Smart aujourd'hui. Et on attend, parce que chez Smart, l'accord qui est proposé, ça, on a le droit de consulter les salariés, de faire un référendum. Absolument, ça c'est prévu par le Code du travail aujourd'hui, on peut le faire. On peut mettre en place des accords d'intéressement. Ça contourne les syndicats du coup, ça. Ça contourne pas. Quand il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, on fait sans. Donc, mais ça, c'est Nicolas Sarkozy qui avait fait sauter justement le monopole des syndicats dans la négociation des accords. Donc ça remonte déjà à 2008. À titre personnel, comme ça, vous êtes. Alors, si je peux terminer juste sur un petit point, c'est que les branches vont pouvoir mettre en ligne des modèles d'accords pour aider les TPE, PME à signer des accords. Parce que c'est vrai que les grandes entreprises, elles ont tout ce qu'il faut, elles sont armées pour rédiger, faire des projets d'accords, ne serait-ce que sur la rédaction. Là, les branches, et c'est prévu dans le rapport Combrexel, les branches vont avoir des modèles d'accords qui vont être mis en ligne par les branches pour que les TPE, PME, si elles veulent proposer des accords, alors après elles peuvent les moduler et négocier en direct. Et je pense qu'un accord qui est négocié par des TPE, PME directement avec les salariés, avec un référendum, sera beaucoup plus fort peut-être qu'un accord qui sera signé par des syndicats sans forcément que la base soit nécessairement consultée. Donc surtout compte tenu du problème de la faiblesse de nos syndicats. Et c'est bien pour ça que les syndicats sont contre le renvoi vers la négociation, parce qu'ils savent qu'ils sont faibles. Et ça, c'est un vrai problème de fond. Félicité, je crois que vous avez travaillé à Pôle emploi. Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les entreprises, parfois, n'engageaient pas parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de réglementation, parce que... Il y a ce problème-là. Et je sais que le Pôle emploi propose justement des aides aux entreprises pour employer des personnes à des tarifs pour des salaires qui seront... comment m'exprimer voilà, et qui évite justement aux patrons ou aux employeurs d'avoir une tonne de paperasse à remplir. L'argument qu'on leur donnait à chaque fois au service entreprise, on leur disait toujours nous occupons de tout. Et ça, c'était l'argument qui déclenchait les rendez-vous toujours. D'accord. On disait ne vous inquiétez pas. L'emploi. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de démarches à chaque fois quand on veut embaucher quelqu'un, et justement notamment pour les contrats de travail. Donc quand on leur dit on s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas, et en plus il y aura des subventions, c'était banco pour des rendez-vous, quoi. Alors, Jean-Charles et Stéphane, peut-être, c'est vrai qu'on voit quoi la démarche de tout ça, c'est-à-dire qu'à la fois on peut lutter contre le chômage, mais au prix d'une sorte de précarisation quand même des situations des salariés. Non ? C'est ça ou c'est pas ça ? Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, moi. Mais... je pense que le fond des choses est là. Et alors, on tourne autour du pot, évidemment, de manière plus ou moins habile. Mais le fond de la question est vraiment là. Parce que, au fond, cette masse-là, cette épaisseur de code du travail dit beaucoup de ce que nous sommes, nous. Le code du commerce est aussi gros et personne. Et tout le monde s'en fiche. Chef d'entreprise qui disent oh là là, c'est impossible. Pourquoi est-ce que c'est si lourd ? Alors, si incompréhensible, vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être pas si grave qu'on ne comprenne rien au Code du travail. Je crois que si, quand même, parce que ne plus comprendre la loi, ça pose vraiment de très très grosses difficultés. Jusqu'à, alors je ne devrais pas le dire, mais il y a une sorte d'insécurité, oui. Il y a une très forte insécurité, par exemple, à des magistrats. Par exemple, à des magistrats qui sont chargés de faire appliquer la loi, qui m'ont dit, écoutez, ce truc-là, on ne comprend pas. Et donc, au-delà de la
simplification, oui, parce que derrière tout cela, il y a cette question-là qui se pose. Alors, simplifier, ça sera déjà très bien. Clarifier, mais alors bon courage, parce que dès que le législateur dit nous allons simplifier, parfois c'est encore pire. Oui, c'est vrai. Mais là, sur le fond des choses, on avance à petits pas. La négociation, c'est vrai, on n'a pas de culture de négociation, on l'a très peu. Souvenez-vous, alors depuis, je ne sais pas, l'époque de la participation avec le général de Gaulle. Rocard a essayé ça. Rocard, enfin, ils ont tous plus ou moins essayé, mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas de syndicat fort, ça marche pas. Alors, dans les 44 propositions de Combrexel, il y en a plus de 20 sur la formation des magistrats, des élèves, des avocats, de tous les intervenants à la négociation et au dialogue social. Et il y a une vingtaine de propositions très pédagogiques là-dessus. Il nous reste à peine 2 minutes. Sinon, il y a la méthode du ministère de la Justice qui s'est complètement affranchie de ça en prenant 40 000 personnes sans code du travail, sans contrat de travail et de les faire bosser au noir. Là, il n'y a plus de ministère de la Justice. C'est la solution. Ça coûte moins cher, c'est peut-être un château. Et on n'a pas toujours des contentieux. Voilà, on n'a pas le temps de parler beaucoup de choses. Mais on en abordera peut-être la prochaine fois. Il y a un livre de Daniel Cohen, qui est un économiste, qui explique qu'au fond, on est en train d'entrer dans une société où la croissance n'amènera pas d'emploi et donc par conséquent qu'il faut peut-être reconsidérer notre façon et d'abord de protéger les salariés et de croire que la croissance va forcément être la solution à tous nos maux. On n'a même pas le temps de parler de la reine d'Angleterre, mais il y avait quand même un sujet que je voulais qu'on traite avec vous, Stéphane. Je ne suis pas monarchiste ni royaliste, hein, mais, je suis amateur de chapeau et de robe verte. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse du président de la République avec tout le gouvernement. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux quand même pas quand même une monarchie démocratique qu'une république monarchique? J'ai combien de temps, Patrice, pour cette dissertation? Vous avez 2 heures. Ça va être très compliqué. Donc, il y a juste un truc amusant, c'est que la reine d'Angleterre coûte moins cher que le président de la République. Oui, mais elle a une fortune. Elle en fait un peu moins. C'est-à-dire qu'elle se tait. Voilà. Elle est là depuis. Elle a connu Vincent Auriol quand même. Hein. C'est un excellent ami. Qui n'en faisait pas beaucoup plus qu'elle. Et quand même, dans 63 ans et 7 mois de règne, c'est quand même absolument formidable. Alors, elle est battue par le roi de Thaïlande, oui, qui est là depuis 1945. Mais les monarchies ont aujourd'hui leur importance au-delà du décorum et de la tradition. C'est des vraies démocraties, en tout cas. Alors, le Royaume-Uni est l'inventeur de la démocratie parlementaire. C'est quand même pas rien. Hein. Mais vous regardez le rôle que jouent certaines monarchies en Europe. Je pense à la monarchie belge, par exemple. Dans un pays totalement éclaté, entre plusieurs nations. La nation belge n'existe pas. Il n'y a pas la monarchie, il n'y a plus de pays. Eh ben, vous savez ce que disent les séparatistes. Ils disent la Belgique, maintenant, ça se limite à un roi et quelques bières. Et une équipe de foot. Voilà. Eh ben, on va terminer. Des Diables Rouges. On va terminer sur cette belle parole. Merci infiniment Stéphane Manson. Merci Florence Mercadet-Choquet. Merci Félicité Guizol. Je l'ai bien dit, aussi. Et on est ravis de vous recevoir. Merci Jean-Charles Lajonie. Et je rappelle, d'Olivier Morel, Au-dessus des horizons verticaux. Achetez-le, procurez-le, lisez-le. Vous ne m'en voudrez pas. Hein, vous m'adresserez vos remerciements. Voilà. Merci à tous.